Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, Paul et Patrick. Bon, parce que par rapport à ce que disait Bruno, vous savez, alors d'abord sur les partenaires, bon, je suis globalement d'accord. De toute manière, on doit obligatoirement pas rester sur des modèles dogmatiques, mais c'est pas possible et donc il faut progresser. Mais nous, nos partenaires, ils sont également dans d'autres mondes. Par exemple, ce qui était difficile, c'est de faire collaborer le monde libéral et le monde hospitalier dans cette crise. Hein. Parce que quand on a besoin de lits de réanimation, on arrête les programmes opératoires. Quand vous êtes chirurgien du privé, anesthésiste, réanimateur du privé, arrêtez le programme opératoire. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. On est dans une médecine libérale par rapport à une médecine hospitalière. Je n'ai pas de jugement de valeur, hein, c'est clair. Donc ça, c'est aussi des modèles qu'il faut travailler. Le rôle des médecins de première cour, des médecins généralistes, qui est essentiel dans notre pays et qui est majeur, et des nouveaux modèles organisationnels pour cette médecine de première cour sont aussi des paris pour demain. Mais juste pour vous faire sourire, nous, l'un de nos problèmes majeurs, c'était les Martiens. Pourquoi les Martiens? Alors les Martiens, parce que tous les vendredis à 17h, on recevait des Mars. C'est quoi les Mars? Les Mars, c'est des messages d'alerte rapide sanitaire. Donc on recevait le vendredi à 17h, mais c'était surréaliste, des Mars. Et en général, on recevait le même 4 fois. Il y en a un qui venait du ministère, un qui venait du cabinet, un qui venait de la DGS, un qui venait parfois de la DOS, c'est nos affaires à nous. Et puis, bien entendu, il y en a un qui vient de l'ARS. Puis après ça, vous avez le directeur général de votre hôpital qui vous le transmet aussi pour prendre en charge des mesures qui doivent être applicables à 18h ou dès le samedi matin. Mesures en général que vous aviez déjà prises depuis une semaine parce que vous vous doutiez que ça arrivait. Ce qui fait que moi, ce que je retiens aussi de ces événements qui sont majeurs, c'est que à un moment donné, en respectant bien entendu le rôle de l'État, il faut que l'État laisse vraiment des marges de liberté. La solution, elles sont applicables et probablement très territoriales. Et il faut cette souplesse territoriale, cette adaptabilité territoriale pour pouvoir répondre quasi à l'instant T à des situations auxquelles on n'était pas confronté. Sans ça, c'est comme les chiens. On attendra qu'il soit validé par la Haute Autorité de Santé et par le Comité national d'éthique, ce qui est quand même bougrement dommage. Merci Patrick. Paul, vous avez une réaction? Non? Je vais laisser la parole à la salle, donc si vous avez des questions. Bonjour, Yves Mérian, IMDR. Pour régler ces problèmes entre les différents niveaux d'intervention, national, régional, local, hospitalier, entre pays voisins, quelle a été l'articulation entre les cellules de crise des différents niveaux, parce qu'ils sont chargés de régler ce type de problème? Il y a eu un rôle majeur des préfets, hein. À la fois les états-majors de zone, hein, qui ont bien fonctionné, hein, il faut le dire, les préfets qui sont mis en symbiose avec les directeurs, avec les directeurs d'agences régionales de santé, et la coordination. Alors les préfets de zone, enfin je vous dis ce que j'ai vécu moi. Hein. Préfet de zone, moi j'avais la chance, le nouveau je le connais moins bien, mais j'avais un préfet de zone, monsieur Michel Lalande, qui était absolument exceptionnel, et qui a fait une animation ouverte avec les différents corps de métiers impliqués, et on se réunissait régulièrement, médecins, pompiers, politiques aussi, les élus, il ne faut pas les oublier, les élus, hein, dans des affaires comme celle-là. Et le dialogue a été en permanence ouvert. Donc je crois que le rôle de la préfecture est absolument majeur. Et puis la préfecture de région, la préfecture de zone, elle a un rôle d'animation et de cohérence des préfectures départementales dans un événement comme celui-là, parce que la cohérence, elle doit aussi être régionale. Alors, moi je m'appelle Marie-Pierre Bigot de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc tout ce que votre témoignage m'a parlé, Fabrice, on travaille ensemble parce que dans le nucléaire, on a eu des crises, le Blayais, Fukushima, mais surtout on a une organisation. Dès qu'on passe en crise, on passe dans un autre mode
organisation qui est complètement décrit. On va dans un centre de crise, on a des cercles de décision, des cercles techniques, même cercles de communication aujourd'hui. Et je me demandais comment cette expérience-là, on pourrait aussi la partager avec les hôpitaux, parce que je suis sûre qu'il y a des fondamentaux à extraire. Bon, je suis un peu bavard, pardonnez-moi. Ce que vous décrivez, on le vit. Hein. C'est-à-dire que les cellules de crise, les cellules de com, bon, je veux dire, le monde de l'hôpital, alors la sécurité civile, c'est la base, c'est le cœur de leur métier. Donc, et nous, on a appris énormément en lien avec la sécurité civile. Mais on s'y est mis dans le monde de la santé. Il y a une particularité qui vous concerne autant que nous. C'est ma première diapositive, c'est la durée dans le temps. Parce que ce que vous décrivez là, ces outils qui sont absolument essentiels et que vous maîtrisez, c'est pas suffisant. Hein, la question qu'il faut se poser, c'est comment vous allez réussir à maintenir leur efficacité pendant 18 mois ou 2 ans. Est-ce que vous avez autant de gens, est-ce que vous avez suffisamment de gens formés pour pouvoir travailler comme ça pendant 18 mois et des ans? Et je pense que si on doit réfléchir à quelque chose tous ensemble, c'est vraiment la durée de la crise. Oui, on n'a jamais fait plus de 5 semaines, en fait, nous. Là, c'est une cinétique qui est très longue. Merci. En fait, juste pour... je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, bien entendu, mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au sens, derrière, il y a l'histoire de la confiance. Or, si en amont, on ne se connaît pas, le jour où la crise arrive, on ne se fera pas confiance, c'est humain, parce qu'on est tous dans des situations de stress, et je sais que l'IMDR, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. Et donc, du coup, eh bien... quand on doute de celui avec lequel on est censé collaborer et que de l'autre côté, c'est le même doute qui s'est installé, avant que les relations se réchauffent, ça prend un peu plus de temps. Or, là, on est toujours contraint par le temps. Et le problème de la durée, c'est la durée de prendre une décision. Est-ce que cette décision ne concerne que moi? Est-ce qu'elle a des répercussions sur d'autres? Après, bien sûr, au niveau étatique, je suis complètement d'accord. Hein. Il y a les émises, les préfets de zone qui ont fait un travail formidable. Et bon, c'est vrai que le préfet Lalande est un préfet exceptionnel aussi. Mais hier, il y avait une conférence à l'école de guerre avec le MBA sur la gendarmerie nationale, la gestion de la sécurité. Et leur thème, c'était la crise totale. Bon, la crise totale, ok, c'est aussi un mot, ça, total. Ça veut dire que tout le monde a activé tous ces centres de crise. Aujourd'hui, je suis incapable, moi, pourtant je suis dans le département de Seine-et-Marne, de vous dire avec précision comment sont organisés les différents centres de crise qui sont sur le territoire, justement, du SDIS 77. Alors évidemment, je connais les principales. Hein. Je sais qu'on a Euro Disney, et que Euro Disney, ils ont un centre de crise que j'ai visité, que je connais, etc. Mais on ne connaît pas tout et on ne peut pas tout connaître. Sauf que derrière, c'est comment, par exemple, je vous parlais de ces vaguelettes là, le COD, le Centre opérationnel départemental de la préfecture, à la différence de l'état-major de zone, le COZ, Centre opérationnel zonal, qui lui est activé en permanence, puisque SAMU, pompiers, police remontent les informations au COZ. Mais le COD, lui, n'est pas activé. La question, c'est s'il faut qu'on amène un des COD activés en permanence, en tant que veille, pas pour gérer des crises, mais pour être en anticipation. Tout le monde me dit on est en anticipation, d'accord. Mais si on anticipe, ça veut dire qu'on a une veille. La veille, on l'a fait sur quels critères, dans quel domaine? Est-ce que c'est chaque spécialiste qui fait remonter? Donc ça veut dire des échanges permanents, ça veut dire une connaissance permanente, et ça veut dire le jour où la crise survient, c'est aussi une confiance qui est établie avant la crise. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est des facteurs humains, vous allez me dire tout ça, bien sûr. Et derrière, il y a un truc super important que tu as noté, Patrice, c'est le problème sur l'information. Alors, en France, il y a quelque chose qui n'est pas trop développé. Si en anglais, on dit information management, tout le monde comprend. C'est comment on s'organise, comment faire monter, et comment... Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut qu'on ait les mêmes termes, le même langage. Donc, c'est aussi parfois très, très, très feinteur, cette histoire. Parce qu'un jour, j'entendais un médecin militaire parler d'urgence absolue et j'entendais un médecin anesthésiste d'urgence absolue. Alors, je ne suis pas médecin. Mais pour un médecin militaire, une urgence absolue, c'était un combattant qui vient, qui a été blessé sur le champ de bataille, on le remet de suite sur pied, il retourne au combat. Ça peut se comprendre. Alors que pour vous, une urgence absolue, le type, il ne retourne pas au combat. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc, vous voyez que même sur des termes employés par des médecins dans des contextes différents, et ça, en fait, c'est... toujours la définition ISO, hein, en fonction de l'atteinte des objectifs, on arrive à des conclusions qui sont parfois différentes. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement humble
et écouter avec attention, parce que la capacité d'écoute et d'empathie, c'est aussi quelque chose dont on parle rarement dans la crise. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui sait tout, qui pense tout savoir, il met tout le monde de suite mal à l'aise, et du coup, une fois qu'il n'y a plus de dialogue, c'est difficile de retisser. C'est pour ça que cette confiance, elle est ex ante, elle est essentielle. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Alors, moi si je peux, Oui. juste sur la confiance, vous donner 2 informations. Donc, IRSN étudie depuis 20 ans, à peu près, avec le baromètre sur la perception des risques, les questions de confiance entre le politique, les scientifiques, le médecin généraliste et l'élu local. Et en général, les 2 catégories qui ressortaient sur la confiance, c'était le médecin généraliste et l'élu local, parce qu'il y avait la proximité. Voilà, ce sont des gens proches. Donc là, il va sortir prochainement, donc je ne sais pas ce que ça donnera comme résultat. Je pensais qu'il y avait une dégradation sur la confiance dans les scientifiques, en fait, cette crise, mais c'est peut-être pas sûr. Et puis un autre baromètre, lui, qui est mondial, qui est le baromètre Edelman Trust Barometer, et qui est sur 27 pays. Et il ressortait dans ce baromètre, je peux vous envoyer les liens si vous voulez, c'était les entreprises qui étaient sorties le plus haut en termes de confiance dans la gestion de cette crise dans les pays, parce qu'elles ont assuré la sûreté et de manière très proche de leurs collaborateurs. Voilà, c'était juste... Bon, mais, vous savez, moi j'ai Gravelines, donc effectivement, les élus et les médecins de proximité, bon, c'est évident. Enfin, les élus, ça a été, nous, on a appris qu'il fallait qu'on discute avec les élus, quoi. C'est des vecteurs absolus de messages pédagogiques. On peut parler aussi des médias. Hein. Les médias, c'est aussi, quand on travaille bien avec eux, non pas des ennemis, mais au contraire, des supports pédagogiques absolument remarquables. Alors, vous évoquez, parce que je vais devoir partir et j'en suis navré, la confiance dans le monde scientifique. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Des docteurs sur les plateaux, on en a quand même vu beaucoup trop, qui ont dit des choses vraiment très, très contradictoires de temps en temps. Et là aussi, dans le cadre du rétexte interne à notre profession, il va sérieusement falloir balayer devant notre porte, parce que dans le genre contre-productif, ça a été exemplaire. Voilà. Bon, c'était... Oui, je voudrais revenir sur la question de quand faire un rétex, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les guides de haute montagne sur leurs problèmes d'interaction. Et une des conclusions qu'on a fait à partir de retours d'expérience, c'était qu'en fait, il était indispensable de faire des débriefings en cours d'expédition et que les faire uniquement à la fin entraînait des problèmes parce qu'il y avait beaucoup de questions qui auraient mérité d'être examinées en cours d'expédition avec des pauses. J'ai eu l'occasion aussi de naviguer sur des navires militaires et quand il y a des exercices qui durent plusieurs jours, en fait, il y a un débriefing qui a lieu chaque jour. Hein. Briefing chaque jour et débriefing chaque jour, bien qu'il y ait une durée qui dépasse la journée. Et donc, je pense qu'on peut passer parfois de la notion de débriefing, de rétex, à la notion de communication continue. Et il y a eu une étude dans les services d'urgence qui a montré que quand 2 médecins examinaient 3 fois par jour pendant 10 minutes le dossier d'un patient, hein, c'est un certain temps investi de débriefing, eh bien, il y avait une diminution de près de la moitié des erreurs médicales par rapport au médecin qui est tout seul et qui ne communique pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un continuum entre la notion de débriefing, la notion de rétex, la notion de débriefing et la notion de communication continue. Alors, au niveau... après, ça dépend, hein, je suis complètement d'accord avec vous, sur les niveaux d'engagement. Au niveau opérationnel, et je pense que c'est pareil chez vous, cher Paul, c'est le diffusing, c'est-à-dire juste après l'intervention, ce qui n'est pas forcément un débriefing. Mais le diffusing, alors moi je ne suis pas ni médecin ni psychologue, mais c'est une façon d'être certain quand on est chef de groupe ou quand on a été engagé avec ses personnels. Alors quand je dis au combat, ça peut être aussi un médecin qui va chercher quelqu'un, il a des gants en plastique, alors il n'a pas le bon truc, donc il y a un certain stress qui est généré. Et ce diffusing, pour moi, c'est le maintien de la cohérence de l'équipe et de cette confiance et ces interrelations qui existent à tous les niveaux hiérarchiques, mais qu'il faut à un moment donné justement encourager. Parce que si, vous savez, c'est l'histoire
des pilotes français qui s'entraînaient dans l'espace aérien dans le Maghreb notamment, enfin en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se permettaient de faire des choses qu'en Europe, ils ne peuvent pas faire. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un certain nombre d'incidents de vol qu'ils n'osaient pas reporter. Puis à un moment donné, l'état-major en a pris conscience et a dit « Mais non, au contraire, il faut que vous les reportiez, ces incidents de vol, parce que c'est ceux-là qui vont nous faire progresser, qui vont nous permettre justement qu'ils ne deviennent pas des accidents. » Et donc là, est-ce que c'est du diffusing, est-ce que c'est du débriefing? Le retour ou du retour d'expérience, c'est des termes, mais ce qui est important, c'est d'avoir, pour moi, le souci de l'humain. Parce que quelle que soit la crise, c'est jamais une machine, qu'elle soit brevetée ou pas, ou un chien qui le réglera. Le chien, c'est parce qu'on lui a demandé de faire les choses, parce que c'est une équipe cynotechnique, et la machine, c'est parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose. Et du coup, la machine, moi, il y a des choses très simples, je ne sais pas y répondre. Vous voyez, quand je vois une salle de crise, et pourtant j'étais directeur du COGIC en France, COGIC CIC, donc j'en ai vu quelques-unes, je ne suis pas capable de vous dire, tiens, en fait, un homme, il est capable de voir combien d'écrans en même temps, d'avoir combien d'informations simultanées en même temps, et pendant combien de temps. Parce que là, du coup, le temps dont parlait notre ami médecin, il devient essentiel. Combien de temps je peux être super attentif? Bon, moi, j'avoue que je suis en train de parler là, donc je m'endors pas, mais à votre place, j'ai tendance, si ça m'intéresse pas ou si je décroche, à me protéger, c'est-à-dire à essayer de récupérer. Bon, chacun fonctionne différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, le temps d'attention et la capacité d'absorption de l'information, et je pense qu'on n'est pas tous pareils. Je n'ai pas d'études précises là-dessus, mais du coup, ça devient extrêmement un facteur délimitant pour mettre des gens dans des salles de crise. Vous savez, quand il y avait une crise au COGIC, plus ça allait, plus j'essayais d'articuler et de parler doucement. Alors les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils attendaient à ce que je sois stressé. Et le plus incongru, c'est quand j'ai des gens en chemise blanche, bon, c'était pas l'asile, hein, c'était pas des médecins non plus, c'était juste, ils venaient faire l'étude de l'arrière-salle, où il y avait les sandwichs, où il y avait le café. Et j'étais les voir, je leur ai dit, je peux vous voir? Alors ils ne comprenaient pas. Le chef de la salle de crise du ministre de l'Intérieur qui veut les voir. J'ai écouté, voilà, ce que vous allez faire là, c'est essentiel pour moi. Toute crise, elle est réussie que c'est grâce à vous. Alors, ils ne comprenaient toujours pas. J'ai dit oui, parce que quand les gens viennent boire le café, ils vont décharger leur stress. Et moi, mon travail, il est plus à la salle à les écouter boire le café qu'à la salle où il y a le ministre, où il faut que je lui reporte en 5 minutes, parce qu'il y a plein de gens donc, qui vont le faire à ma place. Ils seront contents de le faire. Prendre la place du chef, c'est toujours agréable, surtout quand on n'en a pas derrière les responsabilités. Mais par contre, que les gens ne puissent pas se relâcher au sein de la salle de repos, parce que vous allez me dire qu'il y a un risque pour telle bactérie ou tel machin, parce que le gobelet n'est pas assez propre ou que le robinet n'a pas été assez bien nettoyé. Et si vous me fermez ça, là, je ne vais plus pouvoir maîtriser la crise. Parce que, en fait, toutes ces informations que je vais récolter, parce que je vais les sentir tendus ou énervés ou agressifs, parce que là, ils vont pouvoir se relâcher, ben, c'est pour moi des indicateurs qui sont essentiels. Or, ceux-là, je ne crois pas qu'on les prenne en compte. Enfin, pour l'instant. J'espère que ça évoluera. Voilà, ça répond, j'espère, à votre question, monsieur. Merci. Je vais peut-être aussi juste rebondir. Premièrement, je pense qu'effectivement, le briefing, debriefing, c'est pendant une mission, une opération, où effectivement, il faut un échange pour savoir où on va et aussi pour peut-être déjà redresser des erreurs dans l'immédiat. Alors que le rétexte, bien sûr, c'est un temps de réflexion où on fait un pas en arrière pour analyser qu'est-ce qu'on a fait. Bon, nous, au Luxembourg, on avait pris le choix. Tout à l'heure, Dr. Goldstein a dit que pour eux, c'était trop tôt pour faire un rétexte, mais nous, on avait fait on a pris une autre option. C'est qu'après la première vague, on s'est dit, on va faire un premier rétexte sur cette première étape. On est une organisation jeune, le corps grand ducal a été créé le 1er juillet 2018, donc voilà, pour nous c'était aussi nécessaire de réfléchir sur notre mode de fonctionnement en temps de crise, parce que c'était la première crise globale qui était au-delà d'une mission normale de sécurité civile. Et pour nous, ça a été très utile parce que ça nous a permis déjà pour la suite, pour la deuxième vague et pour notre fonctionnement en général, de tirer quelques enseignements de ce premier retour d'expérience. Mais effectivement, depuis, on n'a pas encore fait le deuxième ou le troisième, mais je pense qu'il y aura un temps pour ce rétexte aussi. Merci.